Je m'appelle Anne Sédou-Christ, j'ai 61 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants adultes, 2 filles et un garçon qui ont 33, 31 et 29 ans. Je suis juriste de formation et je suis engagée en politique pour le parti PDC, mais pas seulement. Vous êtes engagée depuis plusieurs années, vous étiez conseillère aux États. Depuis toutes ces années d'engagement, quel est le dossier sur lequel vous aviez le plus d'affinité, dans lequel vous avez mis le plus de cœur à l'ouvrage? Je crois que j'ai mis du cœur à l'ouvrage dans tous mes dossiers. J'ai été membre de 6 commissions, de 2 délégations. Et donc j'ai présidé la commission des affaires juridiques du Conseil des États, j'ai présidé la commission de gestion du Conseil des États. On a pendant chaque législature eu des dossiers très intéressants, quelles que soient les commissions. Plus récemment, la législature passée, il y a évidemment eu la loi sur l'égalité, où je me suis beaucoup engagée. Et puis aussi les seuils de représentation des conseils d'administration et les directions, mais aussi la loi permettant aux proches aidants d'avoir un congé, notamment pour les enfants gravement malades ou handicapés. Et là, c'est un postulat que j'avais déposé qui a mené à ce congé de 14 semaines pour les parents d'enfants gravement malades ou accidentés. Et puis ça a abouti en décembre, dans les 2 conseils. Ça a été très bien accepté. Cette question de l'égalité, on en est où au niveau du Jura, on en est où à ce niveau-là, au niveau de l'égalité, au niveau de la représentation, selon vous? J'ai 2 frères. Par rapport à mon âge, j'ai eu aucune porte fermée par le fait que j'étais une femme. On a un bon degré de formation, on a une bonne qualité d'enseignement. Que ce soit l'enseignement obligatoire, que ce soit l'enseignement post-obligatoire. Je pense que tout peut s'ouvrir aux femmes et aux filles. Bien sûr, il faut travailler, il faut se battre. Je pense notamment au fait qu'on soit dans un canton avec beaucoup d'artisans, aussi d'agriculteurs. Dans ce domaine-là, on fait suffisamment? Je pense qu'on peut toujours faire plus, il faut toujours informer, mais je pense que dans tous les milieux, il y a une prise de conscience d'une part qu'on a besoin de main-d'œuvre, d'autre part qu'on a besoin de femmes et que les femmes apportent un plus en matière de gestion d'entreprise. Ça a été attesté par de nombreuses études. Et je crois que quels que soient les milieux, les gens sont conscients que les femmes peuvent faire des travaux aussi bien que les hommes, voire mieux. Vous avez parlé d'éducation et d'enseignement. J'aimerais vous faire réagir justement à une thématique qui concerne directement les jeunes, c'est-à-dire cette actualité, l'interdiction des téléphones portables. Votre avis là-dessus déjà? Alors, je vois que ça n'a pas été vraiment contesté. Je pense que pendant les cours, c'est une évidence. Maintenant, dans les cours d'école, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des jeunes qui sont côte à côte avec leur Natel et puis qui ne se parlent plus, qui ne jouent plus. Je pense que si on est dans une cour d'école et puis qu'on peut profiter des infrastructures pour jouer au foot, jouer au basket, discuter les uns avec les autres, faire des jeux et tout ça. Alors je pense bien que les mœurs évoluent et tout ça. Je pense que ce n'est pas un grand empêchement pour l'heure de la pause, franchement. Mais sans nier les dérives et les problèmes qui vont avec ça, est-ce que le fait de l'interdire dans toute enceinte scolaire, est-ce que c'est pas un peu un mauvais signal, hein? Est-ce que c'est pas un peu faire la politique de l'autruche par rapport à ça, en laissant la totale responsabilité aux parents? Non, je ne crois pas. Les parents ont leur responsabilité en matière d'éducation. Tout à fait. L'école ne peut pas éduquer à la place des parents. Souvent, l'école se plaint de devoir le faire trop.
par rapport au programme justement de formation. Je crois que si vous interdisez, c'est clair. Sinon, vous faites quoi? Vous commencez à formuler des exceptions qui seront contrôlées comment, qui seront contrôlées par qui. Je pense que voilà, gérer un établissement, ce n'est pas forcément suivre les tendances. Si on estime que dans l'intérêt général des élèves et des enseignants, il est préférable que, et pour le climat de l'école, il est préférable que les natels soient pendant ce laps de temps, les pauses ne sont pas si longues que ça, coupées, ça ne me paraît pas excessif. L'école, par contre, doit former aux médias. Et d'ailleurs, le Jura a été pionnier là-dedans, avec les Louis-Joseph Fleury et autres. Ils ont amené un esprit critique sur les médias, sur la publicité. Et ça, évidemment, ça c'est une des tâches de l'école à l'heure des fake news et des fausses nouvelles, pardon, et de toutes ces choses qui sont colportées. Je pense que ça, c'est indispensable de développer l'esprit critique des élèves vis-à-vis des réseaux et de ce qui se passe sur Internet. Et soutenir les enseignants par rapport à ça aussi. L'éducation a quand même subi pas mal de restreintes budgétaires ces derniers temps, qui donnent des fois le sentiment à certains enseignants qu'on fait des économies sur l'éducation. Votre sentiment à ce sujet Alors, honnêtement, je n'ai pas en tête le détail des diminutions qui ont été faites, dans quel domaine elles ont pu être faites. Mais je suis d'accord avec vous, la formation, c'est un investissement. C'est l'investissement de notre pays, parce que c'est un cliché de dire qu'on n'a pas de matière première, qu'on a de la matière grise et en abondance. Et on doit évidemment tout à fait insister et mettre des moyens dans la formation obligatoire, mais aussi dans les formations qui suivent et dans la formation continue. Ça, pour moi, c'est une évidence. Récemment, il y a aussi eu un autre rapport qui a souligné le manque d'heures de sport en Suisse en entier et dans le Jura, on est concerné. C'est un problème urgent? Alors, c'est un problème, le problème de base, parce que j'ai été membre 12 ans de la Commission Sciences, Éducation, Culture du Conseil des États, c'est qu'au moment où cette loi sur l'encouragement du sport a été adoptée, le Conseil des États, qui représente les cantons, s'est opposé à ce que la Confédération impose 3 heures de sport par rapport au fédéralisme, en disant c'est aux cantons de gérer en fonction de leurs moyens. La formation, l'éducation sont de la compétence des cantons. Ça, c'était la première chose. Et on a fini en conférence de conciliation. Donc c'est pour dire que c'était un sujet très discuté. À partir du moment où cette loi a passé au Conseil national, évidemment, il faut qu'on s'efforce de mettre ces 3 heures à disposition des élèves tout à fait régulièrement. Mais ce qu'on avait dit à l'époque, c'est vérifier. Ça a posé des problèmes pour les collectivités publiques au niveau budgétaire, parce qu'on a manqué de salles. Et évidemment, il faut qu'on comble ce manque là où c'est possible, de la meilleure manière possible et le plus rapidement possible. Mais vous savez comme moi que les communes n'ont pas que le sport comme contrainte budgétaire. Donc voilà, il y a des priorités. Et c'est évident aussi que c'est aux familles d'encourager leurs enfants à faire du sport. On est tous, apparemment pas tous, mais enfin, on est nombreux à être trop sédentaires. Voilà, on peut aussi encourager nos enfants à faire du sport, de la natation, d'y faire X-sport quand ils sont jeunes, et puis les accompagner dans ce sens. C'est d'ailleurs une très bonne occupation familiale. C'est très sympa en général. Ouais. La question de la maturité en 4 ans, de passer la maturité dans le Jura de 3 à 4 ans, pour, contre? Écoutez, moi j'ai fait le gymnase à Fribourg. J'avais une maturité en 4 ans. J'ai trouvé que c'était très bien. Voilà, ça donne plus de temps pour approfondir les matières. Peut-être que ça permet d'avoir des meilleures bases pour après affronter l'université ou le polytechnicum, où on voit qu'il y a des grandes différences de niveau à l'entrée parfois. Je pense qu'avec 3 ans, on a une bonne formation et les étudiants jurassiens réussissent généralement bien dans les chemins qu'ils choisissent. Mais peut-être que 4 ans permettrait d'avoir une meilleure base et peut-être moins de renoncement en première année d'études par la suite. Transition de sujet, le rôle de l'école dans tout ce qui est transition écologique, tout ce qui est l'urgence écologique soulevée par beaucoup de gens de plus en plus, notamment des jeunes.
C'est un fief important de cette transition écologique, l'école? Je pense qu'il ne faut pas non plus mettre tout à la charge de l'école. Ou bien on augmente vraiment les moyens de l'école et on augmente aussi les programmes, etc. Or, on dit déjà que les élèves sont surchargés. Donc il faut aussi faire des choix à un moment donné. Que doit faire l'école? Il y a des apprentissages de base. Je pense que, évidemment, les soucis écologiques et environnementaux doivent faire partie, je pense d'une manière transversale d'ailleurs, interdisciplinaire, des objectifs de l'école, cette conscientisation, aussi cette formation, et pas que les élèves se basent sur n'importe quelle histoire qu'on leur raconte, mais qu'ils aient vraiment une base scientifique convenable pour se faire une opinion par la suite, aussi comme citoyens. Après qu'on permette aux élèves d'avoir un menu végétarien, pour moi ça me paraît aller de soi, là où il y a des cantines, mais je ne sais pas l'état dans le Jura, honnêtement. Pour continuer sur le climat, les grèves du climat, oui. Vous soutenez? Très simplement. Écoutez, moi je comprends qu'on fasse la grève pour le climat parce qu'on estime que ça ne va pas assez vite en politique. J'aimerais aussi que ceux qui font la grève du climat se rendent compte qu'il y a aussi des institutions. Alors on peut dénigrer les institutions, dire que de toute façon rien ne va assez vite, etc. Je pense que les institutions suisses permettent quand même à la population d'avoir son mot à dire. Il y a le référendum, il y a l'initiative populaire. Tous les représentants sont élus par la population. Il n'y a pas de système de cooptation comme dans certains autres pays, si je pense à la France en partie. Donc je crois que vraiment il y a des moyens de s'exprimer. Après il y a des processus législatifs qui entrent en jeu. Alors on peut mettre de l'urgence à certains niveaux. C'est très bien que les jeunes manifestent, et les moins jeunes d'ailleurs manifestent. Après, il faut aussi qu'il y ait une compréhension du fonctionnement des institutions. Mais on a vu à Renan, par exemple, récemment, ce procès sur les activistes qui ont occupé les locaux de Crédit Suisse, que ce genre de modèle d'action pouvait permettre d'obtenir des victoires symboliques quand même et d'aller vite, en fait, d'aller plus vite que ce que ne permettent les institutions. Ça a permis quoi comme victoire au niveau législatif jusqu'à présent? Ça a permis notamment, par exemple, on a entendu la reconnaissance de l'état de nécessité. Il y a un juge de première instance. Ça en fait quand même un. Et ça, c'est très bien, ça en fait un. Mais je veux dire, il y a un juge de première instance qui a reconnu ça. Maintenant, si j'ai bien compris, il y a un recours contre ce jugement. Le ministère public a recouru contre ce jugement. On verra ce que ça donne. Moi, je pense qu'on peut se poser toutes les questions. Il faut aussi faire attention. Alors, ça permet certainement une prise de conscience et ça a certainement permis une prise de conscience, comme la grève des femmes a permis à certains collègues qui ne voulaient pas entendre parler de cette loi sur l'égalité, par exemple, au niveau fédéral, de prendre conscience du mécontentement de la population à ce sujet. Ça, je trouve ça tout à fait positif. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas avoir des effets contre-productifs, que certains partis qui font leur fonds de commerce du fait que c'est des fausses urgences, etc., et que ce n'est pas l'homme qui est responsable, et ce n'est pas ce que je partage, mais de tous ces problèmes, vont attaquer encore plus. En plus, ils ont beaucoup perdu en matière d'élection fédérale. Donc ça va radicaliser le discours. À la fin, il faut arriver à faire, on est dans un pays démocratique, il faut arriver à faire des majorités et à convaincre des majorités aussi au niveau parlementaire. Et voilà, il faut peut-être faire attention à ça, c'est juste un conseil. Dans le Jura, vous ministres, vos premières décisions, vos premières... Écoutez, je ne peux pas vous le dire parce que si je suis élu ministre, je ne sais pas dans quel département. Vous, ministre de l'Environnement, je serai. Ou en Conseil de ministres, quelles seraient vos solutions, vos grands axes? Je vous ai entendu parler lors des interviews et des débats sur RFJ des renouvelables qui pour vous ne suffiront pas. Oui. Des programmes de rénovation des bâtiments. Oui, ça je pense qu'il faut mettre clairement l'accent là-dessus. J'ai vu que le Valais vient d'annoncer une augmentation importante de ses subventions en matière de programmes bâtiments.
Et le programme bâtiment, c'est un des programmes, c'est pas le seul, mais c'est un des programmes très efficaces pour atteindre les objectifs de la stratégie 2050. Donc voilà, plutôt que, comme je l'ai dit, se battre pour obtenir des autorisations de construire des installations dont la population ne veut pas, en raison du manque de transparence dans lesquels cela a été mis en œuvre, et puis du manque d'explications aussi par rapport aux problèmes qu'il y a pu y avoir dans d'autres endroits. C'est la géothermie notamment. Par exemple, la géothermie. Eh bien, je pense qu'on doit insister là-dessus, sur le solaire, ça c'est clair. La biomasse, c'est aussi intéressant. Et évidemment, mettre l'accent, mais le Jura le fait déjà grandement en matière de transport public. On peut toujours faire mieux. Après, comme j'ai dit, on a un gâteau comme ça en matière budgétaire, et puis il n'est pas extensible à l'infini. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire des choix. Alors, comme vous dites, on met plus dans l'environnement, on met plus dans ceci, on met plus d'informations. Qu'est-ce qui se passe pour le social? Qu'est-ce qui se passe pour la culture? Qu'est-ce qui se passe pour... Voilà. La question qu'on pourrait vous opposer, j'ai vu le programme du PDC Jura en ligne. Une des premières phrases en termes d'écologie, c'est la croissance économique doit aller de pair avec l'environnement, être en harmonie avec l'environnement. Vous y croyez toujours, ça, à la croissance économique Oui, je pense que la croissance, en harmonie avec l'environnement. Je pense que la croissance économique peut se faire en harmonie avec l'environnement et puis en harmonie avec le climat. Je pense qu'on peut avoir une croissance économique durable et qui respecte certains principes. Et d'ailleurs, on le voit bien, on parle beaucoup de l'engagement de la finance dans ce domaine. La finance va avancer à grands pas dans ce domaine parce que simplement, ils ne pourront plus soutenir certaines entreprises qui investissent encore dans des matières fossiles, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et puis si on parle de décroissance, il faut aussi voir que ça s'accompagne de chômage, etc. Donc c'est aussi des parts budgétaires qui vont aller pour autre chose que pour l'urgence climatique. Ensuite, moi je crois au progrès. Et comme j'ai dit, j'ai été 12 ans membre de la Commission Sciences, Éducation, Culture du Conseil des États. On a eu l'occasion de visiter les EPF, mais aussi des HES, mais aussi les instituts des EPF. Et moi, je suis chaque fois fascinée de voir tout ce qui se développe dans ces instituts. Tout n'est pas commercialisable, tout n'est pas encore commercialisé, mais il y a des progrès énormes qui sont au niveau des matériaux de construction, des fenêtres, de tout ce qui nous entoure. Et moi, je pense qu'avec le progrès scientifique, technologique, on va résoudre beaucoup de problèmes. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler pour le reste. La question de la 5G, par exemple. La question de la 5G, je crois qu'elle va se résoudre d'elle-même parce que visiblement, il faut un peu plus d'antennes, mais on change les antennes les unes après les autres. Et les gens n'y voient rien, pratiquement. Au-delà des peurs, des craintes. Oui, alors au-delà des peurs, apparemment... La question environnementale, la multitude d'objets connectés que ça peut engendrer, la multitude de serveurs en termes d'émissions. Ça je sais, mais les jeunes qui regardent des YouTube à longueur de journée, ils utilisent aussi beaucoup d'énergie. Est-ce qu'ils s'en rendent compte aussi? Je veux dire, je ne suis pas sûre non plus. Il y a une prise de conscience. Oui, mais c'est bien, vous allez y contribuer, c'est très bien. Je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience de toutes et tous. Mais je veux dire, le fait est qu'on est dans un monde en évolution. La 5G, à un moment donné, elle va arriver. Moi, j'avais voté non à une motion Nosaire au Conseil des États. On avait été, c'est peut-être une des motions où on a été le plus alerté par les milieux sensibles à ce type d'installation. Et c'est une compétence de la Confédération. Donc on a dit à la Confédération, c'est à vous de prendre votre responsabilité, mais nous on aimerait avoir le rapport qui est en cours avant qu'on prenne des décisions hâtives. Et puis en fin de compte, le rapport qui est sorti, il n'a rien tranché. Je ne l'ai pas lu, j'avoue, mais apparemment il n'a pas tranché les choses. Donc voilà, c'est contesté. Je pense que c'est ce que j'ai aussi dit à des milieux où il y a plutôt des entrepreneurs. Je pense que ça va se développer. Les entreprises dans ce monde connecté en ont besoin. Les entreprises suisses en ont besoin.
Maintenant, je pense qu'il faut qu'on soit attentif et sensible aux personnes qui se plaignent des conséquences de ça. Et puis évidemment, au niveau climatique, on doit être attentif à ça. Mais si on ne veut pas être un îlot tout perdu au milieu de l'Union européenne et sans donner les moyens à nos entreprises de se développer, je ne suis pas sûr que ça va améliorer énormément les choses sur la durée. Alors de nouveau, hein, on est sur des restrictions économiques, enfin des contraintes économiques, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait envoyer un signal fort, envoyer pour justement ces jeunes qui sont dans la rue mais qui peut-être ne votent pas parce qu'ils n'y croient pas, est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à envoyer une fois... Ils devraient voter pour changer les choses déjà. Ça, c'est la première chose qu'on peut leur dire, s'ils veulent changer quelque chose. Oui, ils l'ont fait en octobre. Déjà voter. Oui, ils l'ont fait, mais c'est encore pas majoritaire au niveau du Parlement fédéral, que ce soit dans une chambre ou dans l'autre. La deuxième chose, c'est que, oui, bien sûr, on doit donner des signaux, mais les signaux ont un coût, il faut juste s'en rendre compte. À un moment donné, c'est le contribuable personne morale ou personne physique, qui sera mis à contribution. Je dis voilà. Alors, qu'on donne un signe, il me semble que dans le Jura, on a les noctambus, par exemple, on a au niveau des CFF, alors, en tout cas, quand mon fils prenait le train et qu'il était au gymnase, il y avait des abonnements après 19h, des billets moins chers, des choses comme ça, j'imagine. Et donc, voilà, il y a des efforts qui sont faits, on peut certainement faire mieux. Après, voilà, c'est aussi une question de moyens. Je n'ai pas la réponse, je ne peux pas vous dire, ok, on peut dire il y a qu'à, ok. À un moment donné, il y a quand même une question de moyens. Et à un moment donné, il faut prioriser les actions. Sur cette question des moyens, Damien Chapuis, PCSI, je me permets de citer parce qu'ils n'ont pas de candidat. C'était qui vous voulez. Donc Damien Chapuis a proposé récemment au Parlement de modifier le frein à l'endettement pour ne plus avoir ce poids en fait sur l'investissement. Ça pourrait être une solution pour pouvoir investir plus, pas forcément dans le climat, hein, mais vraiment dans... Alors, le frein à l'endettement, je constate qu'au niveau fédéral, le PDC était favorable à une solution d'assouplissement du frein à l'endettement parce qu'au niveau fédéral, les excédents doivent servir exclusivement à payer, à assainir la dette au niveau fédéral. Mais au niveau fédéral, on a des excédents budgétaires. Chez nous, c'est plutôt rare. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment pas la question. Donc, le frein à l'endettement a permis au Jura de ne pas s'endetter d'une manière exorbitante. Et tout en ayant un frein à l'endettement qui joue un garde-fou important, eh bien, on a quand même investi de 2007 à 2018 environ 40 millions par année, ce qui n'est pas négligeable. Donc, investir, on investit. Il faut continuer à investir, c'est essentiel. Le gouvernement répondra s'il y a possibilité d'assouplir encore ce frein à l'endettement, mais je mets en garde contre le fait qu'on n'est pas dans une situation où on peut se permettre d'investir voilà, sans regarder notre endettement et puis sans regarder ce qui se passe pour les générations futures. Ce discours-là, il est très pragmatique, hein, il est très... Oui, je suis désolée, je suis PDC. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là pour vendre du rêve. Non. Mais comment on fait pour mobiliser des jeunes aux urnes Les 40 millions, c'est déjà pas mal. Hein. Je veux dire que ça a permis de développer, de créer un théâtre du Jura, ça permet de contribuer à la création d'une patinoire, ça permet de contribuer à des infrastructures. Donc on ne peut pas dire qu'on n'investit pas et qu'on ne s'occupe pas de la jeunesse. Je pense que, voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on vit dans un canton où il y a vraiment une bonne qualité de vie. J'ai vécu dans plusieurs cantons. Et on est revenu dans le canton du Jura depuis Genève avec nos 3 enfants en bas âge. Et puis on est revenu ici. Pourquoi? Parce qu'évidemment il y avait un métier, un job pour mon époux, mais aussi parce que la qualité de vie était bien meilleure que ce qu'on avait vécu ailleurs.
et avec du terrain, avec des possibilités d'être proche de la nature justement, d'avoir suffisamment d'activités et en se bougeant un tout petit peu grâce au transport en commun, d'être très vite dans des lieux voilà, où il y a des expositions, il y a d'autres choses, alors qu'il y en a déjà pas mal chez nous. Alors, à ce niveau-là, il y a quand même cette difficulté. Alors, la région est attractive pour les familles, oui. Mais il y a cette difficulté de faire revenir les jeunes qui partent aux études. Bien sûr, parce qu'ils voient autre chose. Ils voient autre chose, ils sont en ville, etc. Mais je trouve ça bien que les jeunes voient autre chose d'ailleurs. Pour faire revenir les gens, pallier notamment c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Oui, mais je pense que ce n'est pas une fuite. Hein. C'est pas, parce que fuir, ça veut dire qu'on échappe à quelque chose. Je veux dire, c'est juste un constat. Les jeunes, comme on n'a pas d'université, on a quand même une HEP, on a quand même une antenne d'HES, eh bien, beaucoup de jeunes doivent aller étudier à l'extérieur, ce que je trouve être une chance par rapport à l'émancipation des jeunes, par rapport à d'autres qui ont tout dans leur ville et puis qui sont toujours dans le cocon familial. Ça les oblige à sortir, ça permet de faire d'autres expériences. Par contre, c'est sûr qu'une fois qu'ils sont formés, eh ben, il n'y a pas de miracle. Les jeunes reviendront s'ils ont un travail à la hauteur de leurs espérances, s'ils ont un travail qui correspond à leur formation. Et par rapport à ça, il y a pas mal d'efforts qui sont faits déjà pour développer les entreprises innovantes. On a une loi unique en Suisse pour favoriser ce qu'on appelle les jeunes pousses en français. Et par rapport à ça, peut-être c'est trop méconnu aussi. Il y a Créapôle, il y a un tas on fait partie du Parc suisse de l'innovation avec les deux Bâle et Argovie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Après, on a des entreprises qui sont très innovantes dans certains domaines. L'économie doit encore se diversifier. Et puis, voilà. Et pour des jeunes qui ont l'envie d'entreprendre, eh bien, dans le Jura, il y a beaucoup de conditions cadres qui sont bonnes. Il y a une bonne qualité de vie, il y a du terrain, il y a des locaux. Donc, je pense que ça, on doit peut-être plus le mettre en valeur et on doit rester encore plus connecté avec notre jeunesse pour les suivre et puis pour leur dire, au fur et à mesure de la révolution, on ne peut pas les suivre comme des détectives, mais avoir un contact s'ils le veulent, parce qu'on ne peut pas forcer les gens aussi, et puis leur dire, écoutez, une fois qu'on sait quelle formation ils ont obtenu, quel diplôme ils ont obtenu, leur dire, ok, dans le Jura, sachez qu'on a telle ou telle possibilité. Peut-être que ça, on doit être plus proactif. Sur la diversification, on peut y revenir, mais il y a aussi la question du dynamisme de la région, de la vie culturelle, de la vie nocturne. Oui. Il y a des efforts à faire de ce côté-là, selon vous? Alors, on peut toujours faire des efforts, mais je constate que la vie culturelle pour un petit pays comme le nôtre, elle est plutôt foisonnante. Il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de théâtre, parce que notamment on est le seul canton avec une option spécifique théâtre à la maturité. D'ailleurs, mon fils l'a suivi, donc je sais de loin de quoi je parle. Et je crois que c'est vraiment ce qui l'a motivé à l'époque pour avancer dans ses études. Par rapport à ça, je pense qu'on a beaucoup de choses. Il y a des expositions, il y a des festivals, du Festival du Jura, Festival de piano. Voilà, on aura un théâtre du Jura qui permettra aussi à des troupes peut-être plus grandes de venir se présenter. On peut toujours collaborer plus avec Bâle, Bienne, la France même. Ça on peut, mais je pense qu'il y a aussi toute cette culture dans les villages, de faire des spectacles en été, de faire... c'est assez fantastique, je dois dire. Et après, voilà, il faut s'intéresser. Alors, et la vie nocturne, je regardais l'autre jour un reportage sur la France, sur une chaîne française, où on disait, il y a je ne sais pas combien de milliers de boîtes de nuit qui ont mis la clé sur le paillasson, parce que les jeunes, maintenant, ils cherchent plutôt à se réunir en s'entendant parler, déjà, plutôt que d'être... moi, je crois que je suis allée 2 fois dans une boîte de nuit dans ma vie, j'ai trouvé ça épouvantable, parce que je ne pouvais pas parler à mon voisin. J'ai dit, mais attends, en plus, je suis une mauvaise danseuse, donc j'ai dit, non, j'ai rien à faire là, je préfère aller au restaurant à côté pour discuter en petite équipe et tout ça. On doit s'adapter à ça, ça passe pas forcément par des lieux incroyables pour la nuit. Je pense qu'on a pas mal de bistrots dans ce pays. On a des très bons restaurants, comme celui où on est ici, avec une très bonne gastronomie.
La diversification du travail dans le Jura, de l'économie, ça passe par quel domaine, par exemple, Ça passe concrètement par les medtech, puisque les technologies médicales. Mais c'est bien ce que j'ai fait remarquer à mon concurrent de l'UDC. Les medtech, pour continuer à se développer, doivent absolument avoir une mise à jour des accords avec l'Union européenne. Et ce n'est pas avec la position de certains vis-à-vis des accords bilatéraux qu'on va avancer. Donc ça suppose qu'on avance dans les dossiers européens. Mais il y a une diversification à ce niveau-là qui se fait déjà. Et puis je pense qu'avec les infrastructures qui se développent, avec le développement aussi dans les villages d'Internet et du haut débit, je pense que ça permettra à un tas de gens qui sont plutôt dans le graphisme, dans des métiers artistiques et dans d'autres domaines finalement de services, de pouvoir s'installer dans nos régions sans aucune difficulté. On a tout ce qu'il faut pour ça, et à coût très intéressant, et dans un environnement super agréable. Une position sur la légalisation du cannabis? La légalisation du cannabis. Alors oui, je n'y suis pas moyennement favorable, à vrai dire, parce que mon souci c'est qu'apparemment il y a il faut voir les taux. Alors je ne sais pas quel est... moi j'étais déjà pour qu'on n'ait plus de poursuites pénales pour les consommateurs de cannabis. Mais je ne sais pas à quel taux on veut légaliser le cannabis. Ça, c'est mon interrogation. Ça pourrait être une opportunité pour l'industrie jurassienne, par exemple? Oui, j'espère que l'industrie jurassienne va se développer dans d'autres domaines, très honnêtement. Alors, je sais qu'on vend déjà du cannabis dans le Jura alors à but thérapeutique, c'est certainement très intéressant. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas, pour la consommation des gens, est-ce que si on légalise, il y a un taux maximum qui est donné? Et peut-être de ce point de vue-là, c'est important que, voilà, ça permettrait, comme toute légalisation, d'avoir un meilleur contrôle et d'éviter le trafic et le marché noir. C'est clair. Toujours sur ces thématiques un peu qui touchent la jeunesse, le 9 février, le canton de Neuchâtel vote sur le droit de vote dès l'âge de 16 ans. Oui. Déjà votre position là-dessus? Bonne idée, mauvaise idée? J'aimerais déjà que les jeunes aillent voter à partir de 18 ans, ça serait déjà bien. Ça peut être une solution de les sociabiliser au vote déjà dès 16 ans pour qu'à 18 ans ils puissent avoir un taux de participation plus élevé peut-être. Et alors si à 16 ans ils vont quand même pas voter, on va dire 14 ans, et puis il y avait même des interventions qui disaient on devrait faire voter les bébés par les parents pour les sociabiliser dès l'enfance. Je veux dire, voilà, moi je pense que ça passe par là. On a une majorité civique à 18 ans. Je pense qu'on fasse des essais à 16 ans. Je me réjouis de voir ce que ça va donner dans le canton de Neuchâtel. Ça peut être une piste. Ça peut être une piste. Est-ce que les jeunes, est-ce qu'on pourra contrôler si les jeunes entre 16 et 18 ans auront plus voté? Oui, ce sera intéressant de voir si ça les amène vraiment à voter plus. J'ai pas une opinion toute faite là-dessus. Je suis pas convaincu. Et d'autres projets ou idées que vous auriez pour permettre aux jeunes de s'investir dans la politique institutionnelle? Je pense que pour leur dire les manifs ça suffit pas, non, les manifs investissez-vous, mais des idées concrètes pour redynamiser un peu cette politique institutionnelle. Les manifs ça suffit pas, c'est sympathique mais ça suffit pas. Deuxièmement, et puis voilà, je pense que ça donne une énergie et puis un dynamisme et puis ça fait avancer certaines idées. Mais d'une part, je pense qu'au niveau des écoles, en tout cas dans le Jura, il y a l'éducation générale et sociale qui doit comprendre un peu une forme d'éducation civique aussi. L'autre part, c'est qu'il y a des conseils des jeunes souvent dans les petites villes, dans les villes, que les jeunes aussi participent à ces conseils de jeunes. Apparemment, c'est pas si couru que ça. Ben voilà, il y a les jeunesses des partis. Et puis, à part ça, il y a un tas d'associations qui permettent de s'engager à différents niveaux. Il n'y a pas que la politique au sens strict. Il y a des tas de domaines qui touchent à la politique dans le monde associatif et qui permettent de s'engager dans des projets, dans des ONG, par rapport à politique au sens large qui concerne la vie de la cité en général, quoi.
Et c'est déjà ça, de s'engager, de voir que quand on s'engage, on arrive à faire bouger les choses. Que ce soit le niveau politique, c'est une chose, mais il y a tout le niveau associatif. Il y a aussi ce côté où on a du mal à comprendre ou à se représenter, à se faire une image claire de ce qui se décide en fait dans les gouvernements. Ça peut avoir un côté peu motivant à ce niveau-là. Moi, par exemple, dans votre courte vidéo pour RFJ, Une minute au gouvernement, à la question une action que vous souhaiteriez mener, vous répondez contribuer avec mes collègues à réfléchir à fond sur les structures actuelles de l'État. Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que ça manque pas quand même de projets concrets? Est-ce que vous arrivez au gouvernement avec un projet sur la table en disant « je veux faire ça, je veux pousser pour faire ça ». Mais il y a plein de domaines qui me tiennent à cœur. Simplement, c'est une question de réalisme. Vous arrivez à la suite à cette élection partielle, qui que ce soit qui arrive, vous arrivez dans un gouvernement qui arrive en fin de législature, qui a déjà un programme de législature en cours, et puis on vous attribuera un département. Donc arriver en disant « moi je vais faire ça, ça », je trouve que c'est juste, voilà, pas être correct avec les gens parce qu'on arrive dans un contexte qui est très cadré et très déterminé. Vous aurez quand même votre poids on se prête à oui, mais sur je pense le budget que, 2021 notamment. Bien sûr, je pense que, bien sûr, mais c'est pour ça que moi je ne veux pas aller dire « je vais faire ça, faire ça, faire ça », alors que vous arrivez dans un collège où vous devez d'abord vous intégrer, vous devez d'abord convaincre, et bien sûr que j'ai des positionnements en matière politique, en matière économique, en matière sociale, en matière culturelle, que j'ai des positionnements qui sont connus de longue date et que je m'engage de longue date, mais je ne vais pas vous pouvoir dire « ah ben bien sûr, quand j'arriverai, moi je vais faire ça », parce que c'est juste pas comme ça que ça se passe. Donc je ne vais pas raconter des bobards. Moi, j'en ai discuté avec des gens qui sont dans des gouvernements et pas jurassiens. Simplement, vous arrivez, vous pouvez, et surtout, en tout cas pas dans ce contexte-là, faire tout changer, il ne faut pas rêver. Par contre, vous pouvez effectivement peser de votre poids, de vos convictions sur des dossiers qui vous importent. Mais je ne vais pas dire maintenant, je vais faire ça et ça. Il y a plein de domaines pour lesquels je m'engage. Mais je ne vais pas vous dire, ah mais bien sûr, moi j'arrive puis je fais ça. Moi j'arrive puis j'augmente ce budget-là, puis moi j'arrive puis je fais ça. C'est juste pas la réalité. Dernière petit sujet qui fâche. On pourrait vous adresser la critique avec cette élection partielle et finalement cet échange avec Charles Juillard. C'est pas un échange. Ça pourrait être perçu comme ça. Certains essayent de le faire. Certains essayent de le faire percevoir comme cela parce que ça arrange leur fonds de commerce. C'est pas un échange. Premièrement, moi j'ai fait 12 ans au Conseil des États. Monsieur Juillard s'est présenté au Conseil des États. Moi j'ai dit demander à la relève, aux femmes, aux hommes de ce parti qui sont compétents et capables de s'intéresser et puis analyser la situation. Ils ont analysé la situation après les élections fédérales et dans ce contexte très particulier de cette élection partielle à haut risque, dans le sens pour qui que ce soit d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui font le pari, on ne vote pas pour elle maintenant, puis on récupère le siège après, ou bien on vote pour elle maintenant, puis on la vire à l'automne, ou bien etc. Il y a tous les jeux possibles, imaginables, je connais tous les scénarios. Et par rapport à ça, il y a des gens très compétents qui peuvent juste pas prendre le risque de quitter un travail rémunérateur pour 8 mois. Et donc, à un moment donné, mon parti est venu me demander on pense que tu es la personne la plus apte dans ces circonstances actuelles. Et comme moi, je suis une vraie centriste et que je ne laisse pas tomber mon parti, eh bien j'ai dit oui, parce que j'ai encore l'énergie, j'ai la conviction, j'aime la politique et je pense qu'il y a des choses à faire dans ce canton et que j'aime ce pays. Donc ce n'est pas un échange, ce n'est pas une rocade, parce que si on parle de rocade ou d'échange, ça voudrait dire que le peuple n'a rien à dire. Or, le peuple a tout à dire, c'est le peuple qui décidera. Et ce que j'ai dit par contre, c'est que dans tous les cas, je ne ferai pas
apprécie 8 mois si j'étais élu et que j'étais réélu plus qu'une législature. Point. Celles et ceux qui n'ont pas encore voté ou qui sont hésitants, qu'est-ce que vous leur dites, pas forcément pour voter pour vous, mais pour aller voter, aller se déplacer aux urnes de manière générale? Oui. Alors je dis à celles et ceux qui n'ont pas encore voté que c'est en votant qu'on détermine les autorités politiques, c'est en votant qu'on peut essayer d'orienter le choix des autorités qui nous gouvernent. Donc aller voter, c'est un geste citoyen et c'est essentiel pour votre avenir. Et l'argument ultime pour inciter les retardataires et les hésitants à voter pour vous? Je suis une personne expérimentée, pragmatique, qui suis capable de faire des compromis. Je suis consciente des enjeux, non seulement pour le Jura, mais aussi pour l'avenir de notre jeunesse. Et donc, je serais heureuse qu'on vote pour moi. Un mot sur, j'ai plus pensé avant, le 9 février, on vote aussi sur la norme anti-homophobie. Oui. Comme vous savez, je suis d'abord, j'étais rapporteur au Conseil des États sur cette norme. Je me suis battue au départ pour que les 2 critères, non seulement d'orientation sexuelle, mais d'identité de genre, soient intégrés dans cette norme. On a perdu là-dessus et le Conseil national s'est rallié. Je défends ardemment cette norme anti-discrimination, parce que je pense qu'elle est nécessaire à l'heure où malheureusement il y a de plus en plus d'agressions contre les personnes LGBTI, que ce soit des agressions physiques ou morales, ou par écrit ou en parole. Et je crois que de ce point de vue-là, les réseaux sociaux n'ont pas aidé. Alors, votre groupe de musique jurassien préféré, et vous n'avez pas le droit de me répondre Carousel, Sims ou Kiki Crétin. Mon groupe de musique jurassien préféré, l'ensemble de cuivre jurassien. Le club sportif jurassien que vous suivez, et pas le droit de répondre HCA, BC Boncourt ou VFM. Le club sportif que je suis... Alors, très honnêtement, moi, j'ai une fille qui a épousé un cavalier professionnel et je suis plutôt l'équitation. Et 3 films que vous avez vus en salle en 2019? Alors, je vous en cite un dont je me souviens très bien, c'était l'histoire de la juge américaine à la Cour suprême, qui est une juge remarquable et qui se bat pour des valeurs. Alors, je ne suis pas tellement allée en salle en 2019.